Salut à tous, épisode 7 avec la Deceuninck Quick Step. Alors, le programme déjà est rude, puisqu'on va commencer par le Tour des Flandres et ensuite le Tour du Pays Basque. Donc, deux rendez-vous de la plus haute importance, peut-être surtout le premier. Le Tour du Pays Basque peut être plutôt vu comme une préparation aux Ardennaises pour Julien Alaphilippe. Mais tout d'abord, petit souvenir, Wout van Aert nous a damé le pion à la fin de l'épisode précédent. Sur À travers la Flandre, il s'est imposé. Et il a fait preuve de toute sa force pour faire face au Wolfpack et le battre à la régulière. Donc, rien à dire. On va être particulièrement vigilant sur ce Tour des Flandres, en espérant choper enfin des formes du jour correctes pour Asgreen, qui a été quasiment toujours en négatif jusque-là. On me dirait c'est normal, il n'était pas sous pic, donc on ne peut pas attendre non plus monts et merveilles. Le plus 3 prévisionnel et de mise, tout le monde est sous pic, on a tous ça comme objectif. Les 7 mecs que vous voyez ont le Tour des Flandres comme objectif. Van Aert est présent. En revanche, la start list, elle est moins rutilante que ce qu'elle devrait être. Bon, après, vous voyez Panassen, mais il est là. Enfin bon, il y a plein de coureurs qui sont présents. On a beaucoup de mecs capables de bien figurer sur ce Tour des Flandres, bien sûr. Mais faut pas oublier que Stybar a déjà été servi. Sénèche, je m'en occuperai sur le Grand Prix de l'Escaut. Van Lerberg est un équipier. Lampart, a priori, quelqu'un que je veux plus utiliser comme... de toute façon, il a 0 de forme du jour ce jour-là. Comme un très bon lieutenant. Et Tim de Klerk, c'est la machine à rouler. Donc, à partir de là, les rôles ils sont très très établis. Leader Asgreen. Et derrière, on verra ce qui se passe. Voilà. Donc, les choses se compliquent seulement aux alentours des 100 derniers bornes. Là, on est encore bien loin d'arriver. Vous voyez des présences surprenantes. Sepkus. Qu'est-ce que Sepkus vient foutre sur le Tour des Flandres entre nous? C'est crevaison de Sénéchal. On va essayer de s'en remettre parce que il y a des chances pour que même avec crevaison, il soit quand même réincorporé dans le peloton. J'ai quand même pris Michael Morkov sur ce coup-là. Voilà. Donc c'était uniquement pour faire le nombre, entre guillemets. Le peloton a déjà cassé. Vous voyez, on est déjà à 120 bornes. Il n'y a plus que 90 coureurs. 120 bornes de l'arrivée. Plus que 90 coureurs ici dans le groupe des favoris, et ça attaque de loin, vous voyez. C'est un Tour des Flandres qui va être assez nerveux sur le plan des attaques des uns et des autres. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me décide à essayer de contrôler un petit peu les choses et de devoir mener un petit peu la chasse à quelques types qui sont sortis là. Ça ne me convient pas trop de laisser filer quelques coureurs importants. Voilà, allez, ici c'est Wellens. Alors, dans ce cas-là, j'envoie quelqu'un. Parce que l'autre arme de la Deceuninck Quick Step, c'est d'envoyer des mecs à l'avant, être toujours représentés en fait, même si c'est Tim de Klerk, mais être toujours représenté. Bon, en l'occurrence, la contre-attaque échouera dans l'œuf. Et donc, on roule, on maintient un petit tempo, on en a les moyens. Qui est-ce qui est à surveiller finalement? Van Aert, j'ai envie de dire principalement. Nils Politt, peut-être, puisqu'on n'a pas l'honneur de la présence de Peter Sagan, hélas. Pedersen que vous avez entrevu, c'est le Pedersen de DSM, bien sûr. Ce n'est pas Mats, c'est Casper. On fera gaffe à Stuyven s'il est actif. On fera gaffe à Pidcock également. Attention toujours à Anthony Turgis, qui est une vraie valeur sûre avec les notes qu'il a sur cette database et même la campagne de Flandrienne dont il sort, faut quand même être honnête. Le type a fait une super campagne. Voilà, on surveille tout un tas de coureurs et on roule. Ici, c'est l'avant-dernier passage au Vieux-Coirmont. Celui-ci est important parce qu'il permet de se positionner en tête. Et regardez, il y a une cassure ici qui s'opère. Début de cassure en tout cas. Ouh là là, mais on va en profiter. Sénéchal, stop ton effort. Voilà. Sénéchal stop son effort. Stop, j'ai dit. Voilà. Et Lampart va pourquoi pas jouer sa chance. Parce qu'à la limite, 75 bandes de l'arrivée, ça peut le faire.
Ça peut le faire si ça réagit pas bien derrière. Et puis si ça réagit derrière, regardez, qui est-ce qui réagit? Wout van Aert himself. C'est une très très bonne opportunité de faire travailler Van Aert, de faire travailler Politt. Bref, d'amoindrir les forces de nos adversaires principaux. Regardez, donc je vais essayer de rouler à un tempo raisonnable, vous voyez 76 juste devant là-bas, avec Lampart, pour essayer de pousser les autres dans leur retranchement et les obliger à rouler, alors que j'avais quand même pris la course à mon compte jusque-là. Donc, avant-dernier passage, dans le vieux Quarmont, Lampart se barre. Qu'est-ce que ça va donner? On a du très bon Marcus Burghardt, c'est à noter. Bon, ça fait bizarre de dire ça, parce que il est pas au fleuron de sa carrière, on va dire, mais n'empêche que voilà, le gonze est solide, il doit être sur une bonne forme du jour. Et derrière, c'est Moscon ici qui sonne la révolte. Ah là là, bien joué Gianni. Il nous ramène un peu tout ça là sur Lampart. Et honnêtement, ça manquait d'équipiers pour rouler, donc son apport à ce moment-là aura été assez important. Attention à l'Australien Edmondson. On fait gaffe à tout ça. Mais Lampart tient bien le coup, hein. Vous voyez, 40 secondes, hein. C'est pas mal du tout. Il va peut-être la mettre au fond, hein, notre Yves Lampart, auquel cas, franchement, je serais ravi. Mais bon, la barre qui lui reste, elle est quand même... Elle nous incite pas totalement à l'optimisme, faut quand même bien l'avouer. Elle aurait quand même un mérite, c'est de provoquer, on va dire, une contre-attaque, voilà, pour revenir des tout meilleurs et de réduire le groupe. Et là, on se retrouve avec Sénéchal, Stybar, Asgreen, Lampart, ok, mais à court de force. Sénéchal, Stybar, Asgreen, on est donc en situation de 3 contre 1 vis-à-vis de chacun des leaders principaux adverses. On va donc essayer de se servir de tout ça en faisant rouler et même attaquer Sénéchal ici dans le vieux Quarmont, dernier passage, très important. Passage ici au vieux Quarmont. Qui est-ce qui s'est accroché? Uniquement Politt et Van Aert. Non, Burghardt, excusez-moi, Burghardt, c'est énorme. Oui, c'est pas Nils Politt, c'est Burghardt qui a tenu le choc. Ici, contre-attaque de Van Aert. Ah là 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 là. Alors là, t'as un cas de conscience. En même temps, c'était fatal qu'à un jour ou l'autre, le type allait essayer de nous la mettre profond. Hein. C'est obligé, hein, franchement. Donc là, pas le choix. Stibby, tu roules Stybar. Et puis là, en fait, il me vient une idée. Je me dis, attends. Est-ce qu'on le reprend maintenant ou est-ce qu'on joue un peu avec lui? Et donc, vous avez deviné ma pensée, en fait. En fait, on va un peu jouer avec lui. On va un groupe juste derrière avec Tish Benoît, avec Edmondson notamment. On va essayer de jouer un peu avec Van Aert. C'est-à-dire, en gros, maîtriser cet écart d'une vingtaine de secondes. Maîtriser cet écart et garder nos forces. En fait, vous voyez que Asgreen, il a presque sa barre jaune encore pleine, même si la barre bleue a réduit, hein, certes, en même temps que la barre verte. Mais il a encore beaucoup de force, Asgreen. Et donc, on va revenir que quand ça nous paraîtra le bon moment, c'est-à-dire le dernier passage dans le vieux Quarmont, accélération de Stibby pour un départ, non? On est d'accord? Départ de Kasper Asgreen. J'essaie de m'accrocher avec Stibby dans la roue de Burghardt, mais ça marche pas. Burghardt, exceptionnel. Hein. Il y a du très gros Burghardt sur ce coup-là. Et Asgreen, auquel Van Aert s'est accroché, mais comme c'est pas possible. Décidément, c'est vraiment... il est très fort, Van Aert. Hein. Et je pensais, en fait, pour tout dire, que sur ce passage au vieux Quarmont, j'arriverais à taper Van Aert, qui en plus accélère en sortie de Paterberg. Et là, attention à l'accélération de Van Aert. Attention. On sait que l'accélération de Van Aert peut nous mettre à l'amende. On se cale dans la roue. Voilà, on a réussi à se refaire. Qu'est-ce qui lui reste au juste à Wout Van Aert? Alors, on n'en sait rien, en fait. Par contre, derrière, il ne reste plus rien. C'est sûr. Donc, mano à mano, dans le final du Tour des Flandres. Quoi? Mano à mano? Non. Marcus Burghardt qui revient dans la roue des deux champions, des deux favoris hein, de ce round. Sénéchal derrière, hop, je cale dans la roue, on va pas ramener Benoît non plus, on n'est pas non plus débile. Et derrière, qui est-ce qui fait son retour? Zdenek Stybar. Stybar qui revient, bah oui, ça roulait plus en fait, c'est pour ça. Ça ne roulait plus, puisqu'à 60 en relais, je reviens, donc ça veut dire que ça roule plus. On cale Stibby dans la roue de Burghardt, à qui à mon avis il en reste plus beaucoup, et on fait face ici à une attaque de Van Aert, dans la roue duquel Asgreen a sauté immédiatement. Regardez, Burghardt, il va essayer. Burghardt, il va essayer, il va revenir même. Et ça recontre
rencontre de la part de Van Aert qui vraiment a des forces décuplées sur ce Tour des Flandres. Et je me demande bien si on va réussir à se le faire à la fin. Ouh là là, que c'est tendu, j'ai lancé d'un peu loin. Oh, que j'ai lancé d'un peu trop loin. Regardez-moi le. Il est coquin ce Van Aert, il a failli revenir. Mais on s'impose d'un cheveu. Qu'est-ce que ça a été difficile. Là par contre je fais sprinter, hein, parce que Stybar top 3, ça va lui faire plaisir. Sénéchal top 5. Attention, voilà. Ça va lui faire plaisir aussi. Et c'est déjà un résultat en tant que tel. Hein. Et puis derrière, après, voilà, ça va arriver très très loin en fait. Donc 2 hommes auront dominé. Presque 4 hommes, hein, on pourrait dire. Un étonnant Marcus Burghardt. Une valeur sûre Stybar, qui nous tape quand même encore un top 3 sur une Flandrienne, parce qu'il a fait quand même 3ème de l'E3. Vainqueur de Grand Wevelgem et 3ème du Tour des Flandres. Donc malgré la réduction de notes que je vous disais juste après Grand Wevelgem, Stybar il tient encore la baraque. Mais là, moi je dirais que c'est quand même la faute à une start list pas assez fournie. Où est Peter Sagan? Van der Poel, je vous l'ai déjà dit, il est blessé. Où est Peter Sagan? Enfin, voyons. Où sont les Ineos? Mince, il y avait moyen de peut-être caler un bon Pidcock, là, de le préparer de manière efficiente pour ce Tour des Flandres. C'est un des derniers podiums pourris que je vous propose, parce qu'entre-temps, après, avant Roubaix, j'ai installé le pack Italia. En fait, c'était facile. Les gens sur le Discord m'ont aidé. Moi, je galérais, mais ils m'ont aidé. Donc, si vous avez besoin d'aide, maintenant, nous savons plus ou moins comment faire. On peut vous l'indiquer. En tout cas, même moi, je le sais. État des barres, après tout ça. Bah, vous voyez, ça tient le coup. Hein. On est sur de la très bonne préparation avant Paris-Roubaix. Et surtout, les courbes de fatigue n'ont pas explosé. Hein, Asgreen, Lampard, Sénéchal, tranquille. Tranquille, la fatigue est maîtrisée, on va dire, à 30 points ou un peu moins, suivant les cas. C'est à partir de 30 points que la fatigue devient, on va dire, pénalisante au niveau de votre niveau de forme. Voilà. Donc, tant que vous êtes à 30 ou en dessous, ça tient le coup. Pareil, voilà, Tim de Klerk, Zdenek Stybar, même Michael Morkov, qui tient le coup. Voilà. Donc, tout le monde est bien. Et voilà, Van Lerberg aussi, très précieux. Hein, il sera emmené sur Roubaix, hein, Van Lerberg. Donc, attention à lui. Je vais avoir quelques blessures, je vais avoir quelques besoins de réorganisation qui va me priver de Bennett sur l'Esco. Parce que on a la bande à Remco, la Almeida et compagnie qui sont en stage pour le Giro. Et donc, au moment d'aborder le Tour du Pays Basque avec une équipe, vous voyez par exemple Cataneo, Czerny, Hodge, ça c'est pour faire le nombre entre guillemets. Mais les 3 lieutenants principaux pour moi là, de la FIP, c'est Van Sevenant, Honoré et Bagioli. Hein. Donc c'est ceux-là, évidemment, sur lesquels on compte pour aussi élever leur niveau de forme avant l'Amstel. Et surtout, je dirais même avant la Flèche. J'ai peut-être moins besoin d'eux sur l'Amstel, où j'aurai quelques Flandriens, que sur la Flèche, où j'ai vraiment besoin de mes punchers, pour essayer de confirmer ce qui doit l'être. Et vous voyez, le petit algorithme assez basique, hein, sur les prologues, va se vérifier ici. En tout cas, on le teste dès le début. Même si on a Van Sevenant, très mauvaise forme du jour à -3, on a quand même envie de voir si à 99 tout du long, ça passe, ou est-ce qu'il faut moduler ça et jouer un peu avec la barre d'effort. Bah, la réponse, c'est que dans la descente, en fait, Van Sevenant va récupérer une partie de la barre jaune déficitaire qu'il avait concédée sur la première partie qui était assez violente. Et donc, il va terminer avec plus de barres jaunes que nécessaire. Donc, vous voyez, le 99 passe, y compris sur quelqu'un qui, regardez vite les notes avant que ça s'efface, n'est pas un spécialiste du contre-la-montre. C'est le moins qu'on puisse dire. Je reproduis donc le truc avec Honoré. Hein, donc, coureur intéressant, hein, j'aime bien. J'aime bien. Profil là de puncher avec une accélération en plus pas dégueu qui peut apporter des choses. Bon, après le temps, il sera ce qu'il sera, hein, parce que on sait très bien qu'on va pas remporter le prologue ici avec ce type de coureur. Celui qui a doublé Hodge, c'est Mark Hirschi, tel une fusée. Mark Hirschi qui va s'imposer, en tout cas temporairement. Il va prendre le meilleur temps à la fois intermédiaire,
mais également provisoire au niveau du chrono final. Mark Hirschi, donc, en tête de ce chrono, devant Higuita, Wout Poels, entre autres. Czerny, eh ben, c'est un très bon spécialiste du contre-la-montre, mais il est vachement desservi par la bosse. Du coup, on voit quand même qu'il y a une tendance qui ressemble à PCM 20 ou 19 ou 18, hein. Mais surtout 19 et 20 en fait. C'est que la note de montagne, mine de rien, et la note de vallon, sur ces prologues-là, elle influe énormément. C'est plus celle-là qui fait le classement final que la note pure de prologue, hein, en l'occurrence. Ou de CLM, si on veut que les deux aident à pondérer la force de chaque coureur, vous voyez, par une espèce de petit jeu d'équilibrage en fonction de la durée du parcours. Julien Alaphilippe est parti, forme du jour correcte, 99 tout du long. Mark Hirschi en ligne de mire. Je n'ai jamais remporté un contre-la-montre jusque-là. Est-ce que ça va être le cas ici au Pays Basque ? Ce qu'on va voir tout de suite. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans la descente, Julien Alaphilippe se refait. Il a pris le meilleur temps provisoire à Mark Hirschi, ce qui augure très très bien pour la suite. Il y a Bauke Mollema qui s'est intercalé, la top 5. Entre-temps, David Gaudu, faut m'expliquer, mais bon, pourquoi pas. Ce qui prouve l'influence des notes de montagne et de vallon là-dessus. Hein. Parce que, bon, 3 petits points. Alaphilippe, donc, va en finir. Il ne reste plus que 2 km environ. Il y a suffisamment de barres jaunes. 99 aura été le petit réglage suffisant sur ce prologue du Tour de Pays Basque variant 2021. Voilà, c'est parti. Et Julien Alaphilippe prend le meilleur temps. Il prend le meilleur temps. Alors peut-être que tout le monde n'est pas encore arrivé, mais en tout cas, Roglic est déjà passé. Pogačar vient mourir à quelques secondes il fait égalité avec Mark Hirschi. Tiens, voilà, 9 secondes de Julien Alaphilippe. Vous l'avez donc compris, Alaphilippe remporte ce prologue du Tour du Pays Basque. Alors, dans l'épisode, je sais plus combien, 3 ou 4, j'avais fait des zooms là sur UAE, sur Team Jumbo-Visma, pour vous montrer quelle était la préparation de l'IA pour les semaines à venir, on va dire, pour ses coureurs principaux. C'est ainsi qu'on avait vu que Pogačar avait son vrai pic sur le Tour du Pays Basque et que Primož Roglic était aussi prévu sur les Ardennaises. Oui, attention, je reprends. Pogačar avait son pic prévu sur l'Amstel, mais avait déjà une semaine à 100% sur le Pays Basque. Il en était de même de Roglic, donc c'est amusant, les deux Slovènes, en première partie de saison, le jeu les a fait viser les Ardennaises, donc on aura peut-être un très gros combat, je pense peut-être davantage à Liège et à la Flèche Wallonne, parce que sur l'Amstel, je n'ai pas l'impression que Pogačar et Roglic soient les dangers principaux. L'Amstel est assez en fait hybride, hein, dans le type de profil qui peut s'imposer. Toujours est-il que nous sommes là déjà dans le final de l'étape 2. Alaphilippe a le maillot de leader. On va se prendre au jeu. Même si la course n'était pas un objectif, elle va peut-être le devenir avec comme ça ce très très bon prologue qui avait été fait par Julien Alaphilippe. On va faire mieux que résister dans cette dernière difficulté. Derrière, c'est une descente et un léger replat avant l'arrivée. Donc, on va dire que c'est tout ce qui plaît à un coureur de type Alaphilippe en la circonstance. Voilà, on est là. Hirschi aussi, Pogačar aussi. Bagioli pour aider également. Primož Roglic est présent. Higuita, Poels. Bon, les meilleurs sont là. Hein. Et puis là, évidemment, hop, je profitais de l'attaque de Jack Haig pour prendre la roue. Il y a peut-être un coup à faire dans la descente. Vous voyez, Jack Haig a été l'initiateur d'une attaque. On a pris la roue. Est-ce que ça va casser derrière ? On va avoir la réponse très très rapidement. En tout cas, Pogačar était très très vigilant. Regardez, ça a cassé. Ça a cassé derrière. C'est-à-dire que pas tout le monde a pris la poursuite de cette attaque-là. Du coup, je l'alimente un peu, cette attaque. Je l'alimente parce que je sais que de toute façon, avec Alaphilippe, tu peux y aller, mais tant que tu veux dans les descentes. Tellement, avec sa note stratosphérique, même en attaquant, il gagne de la barre. Et donc derrière, ça continue à attaquer. On est dans le final. Il y a une vraie cassure avec le groupe de favoris derrière, au sein duquel il y a Primož Roglic. Hein. Attention. Hein. Et là, petite accélération finale. Voilà. On va s'imposer
Voilà, de pas grand-chose. Devant Higuita Pogacar, en laissant Michael Woods, Jack Haig et Yannis Aguirre. Même temps, mais sans la bonif. Et derrière, tout de suite, quarantaine de secondes. Hein. Quarantaine de secondes subies par Hirschi, Gaudu, Roglic, etc. Donc, une vraie différence faite sur cette étape 2. Dans le final, cette accélération de Jack Haig aura été une opportunité phénoménale. Et d'ailleurs, Haig et Izagirre ont même concédé un petit peu de temps. Ce qui place Alaphilippe, au gré de la bonification, encore un petit peu mieux que ce qu'il ne l'était déjà. 14 sur Higuita, 15 secondes sur Pogacar. Le reste est à plus de 40 secondes. Ok, mais on aborde ici ensuite l'étape 3. Alors l'étape 3, je ne sais pas si vous en souvenez, si vous l'avez vu, mais pour moi c'était un des beaux moments de la saison. Je verrai dans mon top 3, top 5 personnel des jolis souvenirs de cyclisme 2021 jusqu'au moment où je parle, c'est-à-dire le 21 juin, on est avant le Tour de France. Il y a probablement en numéro 1, il y a Tirreno. Tirreno, pour moi, était un sommet du cyclisme. C'était exceptionnel. Mais au niveau des courses par étapes, je placerai le Pays Basque en deuxième position. Hein. Tellement, ça a été un tour passionnant. Et passionnant, notamment en raison de finale de cette étape 3. Souvenez-vous de Roglic et Pogacar à la bataille dans les très très forts pourcentages du final de cette étape 3 du Pays Basque 2021. C'était assez somptueux, je me souviens. Et après, on va ironiser, on va dire, comme d'hab, quand il y a un sprint entre Roglic et Pogacar, c'est toujours Pogacar qui s'impose à la fin. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça doit être un des grands drames de Roglic, c'est qu'il a beau avoir une équipe de fous, il a beau avoir un niveau exceptionnel, en fait, il a un jeune compatriote qui le tape au sprint, quoi, sur les moments où il pourrait s'envoler et gagner haut la main. Donc, toujours est-il que, même si ça avait foiré au niveau de la stratégie, au niveau du team EAE à l'étape 6, vous en souvenez probablement tous, là, nous, pour ce qui est de l'étape 3, honnêtement, j'emmène pas large face à ces deux colosses. Et je me demande si je vais pas me faire bouffer dans les gros pourcentages de l'ascension finale. Allez, c'est parti. On va essayer surtout de se positionner. Parce qu'en fait, dès que la route se resserre comme ça et qu'on est sur des forts pourcentages, il faut faire surtout gaffe à ne pas être bloqué par des coureurs qui sont en train de craquer. Alors, on utilise Bagioli tant qu'on peut. Et finalement, celui qui va s'avérer le plus précieux au niveau de nos soutiens de fin d'étape, là, c'est Cataneo. Très bon coureur, hein, Cataneo. Hein. Donc, Cataneo me sert bien ici à protéger Julien. On va pas cracher dessus. L'aide est de qualité. Nous permet de nous maintenir comme ça dans les toutes premières positions. Maintenant, il faut essayer d'en garder un petit peu pour accélérer. Ici, accélérer. Ah là là. Moi, je continue avec mon effort curseur à 99, les amis. Hein. Je suis désolé, mais je suis pas sûr qu'ici, le sprint soit meilleur que le 99. Même si on peut me dire, ouais, vas-y, sprint sur la barre jaune. Oui, je suis d'accord. Peut-être que c'est mieux. Je promets de le considérer à l'avenir. J'ai lu les commentaires et je suis toujours prêt à entendre des choses qui peuvent être meilleures. Hein. Attention, hein, moi, j'ai jamais prétendu que j'étais un bon joueur de PCM. Alors là, loin de moi cette idée-là. Donc je considérerais ça, mais bon, il se trouve que j'avais déjà joué cette course avant, et voilà. Est-ce que dans la même situation, le sprint nous aurait permis de faire encore un peu mieux que le 99 en effort curseur? J'en ai pas la moindre idée. Toujours est-il qu'Alaphilippe s'impose une 3e fois consécutive sur ce Tour du Pays Basque. Ça devient terrible pour Pogacar, qui d'ailleurs reste le seul concurrent réel à ce stade-là pour Alaphilippe. 19 secondes de retard pour le Slovène, sachant que beaucoup d'autres coureurs sont repoussés au-delà de la minute. C'est donc peut-être un général auquel on peut croire, même si, attention à l'étape 6. L'étape 6, elle est très difficile. C'est l'arrivée à rater là. Hein. Elle est assez classique et très difficile. Donc je me garderai bien de lever les bras avant l'étape 6. En plus, petit clin d'œil, lever les bras avant d'avoir vraiment gagné, ce serait dommage de faire ça avec Alaphilippe.
Et vous avez tous compris pourquoi je dis ça. Ok, on est sur l'étape 4. Celle-ci propose encore une configuration qui est favorable en fait. Puisque quand tu as comme ça des difficultés dans le final, mais que ça se termine par une descente et un replat, Alaphilippe, il est concerné. Donc, est-ce qu'on pourrait encore une fois s'imposer? En tout cas, forme du jour 0, ça va. Je prends tous les jours. Je prends tous les jours le 0 parce que Alaphilippe à 0, c'est 99% du peloton à plus 5 hein, déjà. Hein. Donc, il y a encore... Je suis large. Donc, oh là là, chute d'Honoré, mince. Ça, c'était par contre quelque chose d'un petit peu embarrassant. Parce que je comptais bien sur lui, malgré sa mauvaise forme du jour, le pauvre. Moins 5, il aurait pu quand même nous apporter un peu de protection à un moment donné. Et du coup, il se retrouve à la rue. Et il ne refera jamais vraiment son retard. Donc bon, on va le faire rallier le bus le plus tranquillement du monde. Pour ne pas le fatiguer, des fois qu'à l'étape suivante, il puisse être d'un grand secours. Et je pense souvent à la fraîcheur. Peut-être que c'est une obsession qui n'a pas lieu d'être. Hein. Je peux pas vous le dire. Je sais pas, tiens, il y a pas mal de gens qui sont dans le groupe des gens qui ont subi la cassure, là. Kruijswijk, Kwiatkowski, je me demande s'il n'y a pas Wellens également, Valentin Madouas. Je sais jamais si j'ai tort ou raison de penser à la fraîcheur des types. En tout cas, c'est vrai que dès qu'on est sur une course par étape, mais même sur les Flandriennes, hein, vous avez vu à l'épisode précédent, hein, dès qu'un type ne peut plus servir, je le relève en fait. Parce que j'ai trop peur, attention en zone critique ici, j'ai trop peur de l'épuiser en fait. Et de lui provoquer un surcroît de fatigue qui lui ferait perdre des performances. Ici, il fallait vraiment faire gaffe. On a failli se faire décramponner à cet endroit-là. Et ça aurait été hyper dommage parce qu'on aurait pris sûrement très cher. Voilà, on va rester ainsi mieux positionné à l'avant. Il reste Van Sevenant et Cataneo hein, pour aider Julien Alaphilippe. Donc une aide très précieuse en cette toute fin d'étape 4, sachant que d'autres sont relevés. Voilà, en plus ça permet parfois de ravitailler. Bon là en l'occurrence il n'y a pas besoin, mais bon. Czerny là peut avoir une petite mission de ravitaillement tout de même. Ça s'est reconstitué, vous avez vu, après la descente de cette avant-dernière difficulté du jour. Et allez, c'est parti. Toujours rester placé à l'avant. Toujours protégé par un équipier. Un effort relativement intense. De toute façon, Alaphilippe nous le permet, puisque ses notes globales, notamment les notes physiques, permettent de ne pas se priver de rester comme ça bien au contact de l'avant. Ça évite aussi de se faire prendre dans une cassure si jamais. Allez, on se calme, on a atteint le sommet, mais ça va encore un petit peu monter ici. Voilà, ça va encore un petit peu monter. Et à un moment donné, je vais me dire, attends, mais pourquoi est-ce que Cataneo, il irait pas tenter sa chance? Mais ça va exciter un peu tout le monde et du coup, je vais me prendre une contre-attaque. Vous voyez, Lopez ici. Alors Lopez dans une descente, j'ai envie de dire lol, au prime abord. Mais attention, Roglic est là, Pogacar également. Donc on est quand même vigilant. Il y a peut-être contre-attaque de Roglic. Regardez, il est en train d'attaquer. Du coup, moi, je garde la roue de Pogacar, surtout, hein, parce que surtout celle-là qui nous intéresse ici, vu les positions générales. Devant, on a une tentative ici à laquelle je vais essayer de m'opposer en faisant rouler Cataneo, Van Sevenant. Ici, voilà. Allez, ça va. C'était Rudy Mollard qui avait tenté sa chance. Et on est dans le final. Donc là, toujours pareil, c'est un peu la même stratégie. Tu lances un leurre, tu prends la roue du meilleur et tu contres. Et là, du coup, normalement, dans tous les cas, ça passe, en fait. Ça passe avec ces coureurs-là. Hein. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans une équipe où il n'y a personne qui a de l'accélération, ça passe pas forcément. En tout cas, c'est encore Alaphilippe qui ramasse 4 sur 4. Le Tour du Pays Basque aura été donc un grand moment pour Alaphilippe et de Koenig Quick-Step. Déjà 4 victoires d'étape pour le Français. Après, à chaque fois, ça se joue de très peu. Donc, mais ça, c'est tout le privilège de jouer avec un coureur aussi fort, en fait. Moi, j'ai pas l'habitude de jouer avec des mecs aussi forts. Et je vous avoue qu'à des moments, je me dis presque que c'est un peu dommage. On verra hein, si l'intérêt redescend et ma motivation redescend parce que les choses s'avèrent trop faciles. On changera.
On changera, mais je ne dirai jamais que c'est trop facile avant le Tour de France. Je veux d'abord voir ce que donne le Tour de France. Et une fois que le Tour de France sera passé, je pense qu'on pourra tirer des conclusions assez définitives sur la difficulté du jeu. Parce que j'ai envie de voir l'IA super bien préparée, en fait. Et je me dis que s'il y a bien un endroit où l'IA peut être super bien préparée, c'est le Tour de France. Ça, c'est une étape pour Hodge. Il faut en profiter. Il y en a peut-être une seule qui est cochée cette semaine au Pays Basque pour le sprinter colombien. Du coup, ben, allez, on va rouler un peu. Hein. Faire rouler Tcherny, là, allez, hop, hop, hop. Boulot d'équipe, comme d'hab. Et voir de quelle façon est-ce que Hodge supporte les difficultés du jour. Je fais rouler, puis après j'arrête. J'arrête parce qu'en fait, il y a des équipes qui prennent la course à leur compte. Apparemment, elles ont des velléités de victoire d'étape. Vous voyez, quand c'est Bike Exchange, Bora, des fois même AG2R qui a aussi un peu aidé à un moment donné. On a également un tout petit peu du relais de Groupama FDJ, peut-être pour David Godu au hasard. Du coup, puisque le boulot est fait pour ramener le peloton sur l'échappée par d'autres équipes, voilà, de ce moment-là, je m'en désintéresse un petit peu. Et au moment, par contre, où il se calme, on envoie Cataneo pour rouler. Pourquoi aujourd'hui Cataneo dans cet ordre-là ? Probablement parce que l'arrivée est plate et que Cataneo est dans une mauvaise forme. Donc autant lui faire donner le maximum le plus vite possible et utiliser plutôt les autres équipiers qui ont de meilleures formes du jour dans un moment un peu plus tardif, hein, où peut-être Cataneo serait de toute façon épuisé même s'il n'avait pas contribué outre mesure, quoi. Donc c'est ça le raisonnement. Je consomme en priorité les types qui sont censés se fatiguer le plus vite possible le jour donné. Tcherny prend ici un fort joli relais et bah, on est dans le final, on a intérêt à muscler la course, hein. 2 derniers kilomètres, je vais lancer, on va essayer de lancer avec nos punchers et en fait ici il va se passer un truc, bah oui j'avais oublié mais il y a des virages, je l'avais joué avec Valverde là et la Movistar, les virages ont fait qu'il fallait lancer de plus loin si on voulait gagner avec Hodge et du coup on se retrouve avec quelque chose qui me dérange pas non plus trop. Ça me dérange juste pour Hodge, c'est victoire de Bagioli. Victoire de Bagioli, en même temps, très bon une victoire de Bagioli à ce moment-là de l'année. Bagioli va être utilisé sur les Ardennaises. Donc, le fait qu'il s'impose ici va lui donner un moral bleu. Et donc, puisque victoire en World Tour quand même, hein, vu le prestige du coureur, il est ravi de s'imposer en World Tour. Et donc, finalement, une très bonne affaire pour le moral des troupes. Voilà. Pas de changement entre Alaphilippe et Pogacar. Toujours 30 secondes. Et 30 secondes, on peut se demander quand même, pour jouer la gagne, si ça va suffire pour cette arrivée à Arate. Donc ça, c'est la vraie question du moment. Parce que l'arrivée à Arate, vous voyez, il n'est pas du tout favori, Alaphilippe. C'est vraiment la note de montagne qui fait foi pour le jeu. Donc ça veut dire qu'elle est à prendre en compte. Je vais faire abandonner Van Sevenant parce qu'il a un virus. Et donc, je me méfie. Abandon de Van Sevenant. De toute façon, il rate quoi ? Il rate un jour de course. Donc, ça ne va pas altérer sa préparation pour les Ardennaises. Et donc, cette étape 6 se déroule d'une manière un peu dramatique. Je vais tout de suite le dire. Alaphilippe, déjà, forme du jour -2. Ok. Mais le problème, c'est qu'autour de lui, il y a presque tout le monde qui est en forme moyenne ou mauvaise. On notera le -4 de Cataneo et de Bagioli. Donc, mauvaise forme pour les équipiers, mauvaise forme pour le leader, et surtout, une étape courte, une étape nerveuse, une étape sur laquelle, mine de rien, les choses peuvent s'exciter très très rapidement. Vous voyez, par exemple, Mollema, il n'est pas loin, il est à 2 minutes et quelques, au général. Il fait partie de l'échappée. Donc, course très très nerveuse, peloton qui réagit. Heureusement que le peloton là ne m'a pas obligé à mener moi-même, hein, parce que là j'étais terminé, hein, c'était mort. Heureusement certaines équipes s'occupent de sauver leur place, même si c'est une place top 5 ou top 10 au général, ils essaient de la sauver vis-à-vis de quelqu'un comme Bauke Mollema qui fait partie de l'échappée notamment. Et nous par contre du coup on n'a qu'à s'accrocher, mais regardez l'épuisement de mes équipiers. Hodge, bon ok, c'est logique. Tcherny est mort, Bagioli terminé, Cataneo plus ou moins terminé, Honoré
plus ou moins terminé également. Donc là, c'est la catastrophe. C'est la grosse catastrophe. Il reste quand même 80 bornes. Hein. 80 bornes avec Alaphilippe à -2 et une note de montagne qui apparemment va jouer un rôle déterminant. Écoutez, là, ok, je suis prêt mentalement. Je sais que ça va mal se finir. Voilà. Ça va mal se finir. Ce Tour du Pays Basque, aura été une belle expérience, mais ça s'arrête là. Regardez, Alaphilippe qui va déjà même se faire lâcher là, regardez, accélération, énorme accélération. On a toutes les peines du monde à raccrocher le bon wagon, à tel point que, vous voyez, on s'accroche en effort curseur, mais que c'est difficile. Alaphilippe doit vraiment s'employer rien que pour rester dans le groupe. Et puis en plus, ce qui nous attend derrière, c'est méchant. C'est très très méchant. Ascension suivante, ça accélère, ça n'arrête pas d'accélérer. Et vous allez voir qu'on va se manger une cassure. Attention, pas tout de suite. Mais très très dur de rester à l'avant ici. On n'a plus de soutien. Il y a plein de coureurs qui lâchent progressivement. Et là, regardez, accélération quasi fatale pour Alaphilippe. Et je me tente mon va-tout. Je place une attaque, tant pis. Pour essayer à tout prix de rester dans le groupe. Et je me dis aussi que, par expérience du jeu, ça peut se calmer. Parce que parfois, vous avez des grosses accélérations comme ça à des moments. Et après, les équipiers des mecs qui roulaient très fort n'ont plus de force. Et vous pouvez arriver finalement à ce que ça se calme. Et c'est ce qui semble se passer au moment où Alaphilippe était quand même pas très très loin de la rupture. Surtout que derrière, on a une petite descente, on a un replat, on reprend de la barre, vous avez vu, on a repris de la barre max, entre guillemets, par rapport à la barre verte disponible. On a jaune max, et on va peut-être pouvoir défendre un peu nos chances dans la montée vers Arate. À voir, en tout cas, Bauke Mollema est enfin repris. Le peloton aura roulé comme c'est pas possible pour essayer de mettre fin à cette échappée qui aura vraiment mis le feu aux poudres. Hein. Elle aura foutu un boxon maximal, hein, cette échappée. Donc très très bien joué le jeu, hein, au passage. Parce que ce qui donne l'intensité à cette étape, c'est clairement l'attaque d'un, pas favori, mais d'un outsider, et qui a mis comme ça le feu aux poudres. Donc très très bien. Alaphilippe se retrouve ici dans Arate. C'est difficile. On essaie de surtout pas utiliser l'effort curseur tant qu'on n'y sera pas obligé. Pogačar ne bouge pas. Pogačar ne bouge pas. Tant que Pogačar ne bouge pas, ça peut encore aller. Même si les barres commencent à se réduire, il reste plus grand chose. Ça semble tenir le coup. Allez, il n'y a plus beaucoup d'efforts à fournir ici. On espère juste sur le sprint final, encore un petit peu de pourcentage là, voilà. Sur le sprint final, pourvu qu'on ne se fasse pas trop distancer, on essaie de se raccrocher vainement à la roue de Pogačar. Ça sprint derrière. Hirschi vainqueur devant Pogačar. Et, écoutez, on s'en sort. Mais là, je vais faire un commentaire. Je peux pas passer je peux pas passer à côté. Hein. S'il restait autant de barres à Hirschi, pourquoi l'IA n'a pas sacrifié Hirschi pour bosser à mort pour Pogačar, au passage lui laisser la bonif, et essayer de décramponner Alaphilippe avant même ce final. Parce que c'est mignon, hein, de gagner avec Hirschi l'étape, mais est-ce qu'il valait mieux pas essayer de donner un max de chance à Pogačar de gagner le général et de le mettre en position même de gagner l'étape? Donc stratégie UAE, ça va devenir mythique, les stratégies UAE. Non, mais je rigole. À part le Pays Basque, on n'a pas quand même non plus un panel d'exemples très très large, hein, où UAE fait des mauvaises stratégies, mais c'est vrai que Pays Basque 2021, c'était quand même un peu moyen. Faut quand même l'avouer. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'ils n'ont pas très bien joué le coup. Sur la fin, sur étape 6, il y avait peut-être moyen de déstabiliser Alaphilippe et de lui piquer ce Tour du Pays Basque. Toujours est-il que donc, on se retrouve avec une victoire inespérée. Oh, par contre, par équipe, c'est pas nous. Hein. On n'est pas invités. Hein. Et donc, quand on regarde la courbe de prépa d'Alaphilippe, ça va très bien. La jauge de fatigue va être maîtrisée. Et quand on regarde la saison, ça se passe plutôt pas mal. Strade Bianche, Tirreno, Milan-San Remo, Pays Basque.
Moi, je dis, il manque plus que Amstel, Flèche, Liège, et on peut se reposer jusqu'au Tour de France. Voilà. Donc, toujours dans la modestie, bien sûr. Hein, toujours dans la modestie, bien sûr. Ouais, mais c'est facile de jouer avec cette équipe, franchement. C'est facile. C'est facile, mais ça permet quand même de comprendre le jeu sur certains trucs, et ça permettra de lancer une partie beaucoup plus difficile dans un deuxième temps. Hein, c'est ce que je compte bien faire. Pour finir, le Grand Prix de l'Escaut. Grand Prix de l'Escaut, avec une image vintage juste avant. Grand Prix de l'Escaut, je vous avais promis d'essayer de faire croquer tout le monde. À ce stade-là, parmi les leaders potentiels de l'équipe sur classique, flandrienne, il n'y en a que un qui n'a pas croqué. Si on met de côté Lampart, il n'y en a que un qui n'a pas croqué, c'est Sénéchal. Voilà. Et donc, à partir de là, je me décide quand même entre le Rond 2 et Roubaix, parce que je sais qu'à Roubaix, je vais jouer pour Asgreen. C'est obligatoire. Je suis, à part forme du jour plus 5 Sénéchal et Asgreen moins 3, bien sûr, à ce moment-là, je joue pas de la même manière, mais il a son pic de forme, Asgreen. Ça m'étonnerait que je joue pas pour lui. C'est quasi obligatoire. Donc, prévoyant ça, je me dis que Sénéchal, il a un spot inespéré. C'est d'essayer de remporter. Et puis la saison est longue encore, hein. Il y a des possibilités de faire briller Florian Sénéchal, hein, tout comme Rémi Cavagna par ailleurs, mais dans un autre groupe de coureurs, bien sûr. Sur ce final du Grand Prix de l'Escaut, dans ce ciel de Price, je vais évidemment faire le taf pour que Morkov, précédé par Van Lerberg, puisse emmener Sénéchal le mieux possible, surtout qu'il y a du sprinter en face. Hein. Il y a de gros sprinters qui ont été alignés, donc je me méfie quand même. Ça peut être méchant. Stibar fait du gros boulot avant de s'écarter. Asgreen, à 4 jours de Roubaix, fait le job, mais pas plus que ça. Hein. Surtout pas fatigué. Voilà, allez, mon grand, tu te reposes. Vous voyez, il reste encore plein de rouge et plein de jaune. Je repose Asgreen. Surtout pas le fatiguer. On lance avec Van Lerberg. Morkov, ensuite, accélère. Et on va libérer Florian Sénéchal tout à la fin. Regardez, voilà, ici, bam. Pour que sur l'accélération, il puisse devancer Ackermann, Merlier, ainsi que Molano, Viviani, etc. etc. Donc, voilà, hein, c'était plutôt une opération correctement menée. On a même battu Caleb Ewan, tiens, sur le coup, donc c'est pas dommage. Et puis voilà, c'est ainsi que cet épisode s'achève. Pidcock, donc, merci de l'avoir aligné sur le Grand Prix de l'Escaut, au lieu de l'avoir mis dans les conditions optimales pour le round 2, mais bon, bref, tout va bien. Il sera à Roubaix, hein, Pidcock. Il sera à Roubaix, je me souviens. Il y était. Et donc, Florian Sénéchal ajoute une première ligne au compteur 2021. Voilà, je vous dis à bientôt. Prochain épisode, ce sera Paris-Roubaix, bien sûr, et on ira sur les Ardennaises. Bye bye.